Bonjour, je suis Sean Skull, membre de Schema Publica, le think tank de Schema Business School. Cet entretien va aujourd'hui porter sur la notion de pays en développement. Donc dans un monde aujourd'hui en reconfiguration et de plus en plus conflictuel, marqué par le déclin de l'ordre mondial post-Seconde Guerre mondiale, qui a été façonné par les États-Unis d'Amérique, et aujourd'hui on vit l'avènement d'un monde multipolaire, il nous est paru pertinent de questionner cette notion de développement. Comment mesurer le développement au XXIe siècle? Est-ce que c'est aujourd'hui un concept homogène ou hétérogène? Existe-t-il aujourd'hui un modèle de développement ou plusieurs modèles de développement? Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux experts du think tank Schema Publica. Amaury Gogel, vous êtes directeur du MSc Financial Markets and Investment à Schema depuis une dizaine d'années, titulaire d'un doctorat en économie et professeur associé à Schema Business School. Vous êtes co-auteur du rapport Mesurer le développement au XXIe siècle, qui mesure la dimension économique du développement. J'ai également le plaisir d'accueillir Thomas De Constanza. Vous êtes diplômé de Schema Business School et titulaire d'un doctorat en langue et littérature slave de l'Université de Lille. Vous êtes actuellement country manager et vous êtes également co-auteur du rapport Mesurer le développement au XXIe siècle, qui mesure la dimension économique. Thomas, la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi avoir ressenti le besoin de repenser cette notion de développement au XXIe siècle? Il faut préciser, vous avez été l'inspirateur de ce projet, avec votre note, le statut de pays en développement de la Chine, un anachronisme que vous avez sorti en 2025. Merci Sean pour cette question qui est vraiment au cœur de notre démarche. Donc, si j'ai ressenti le besoin de repenser cette notion de développement au XXIe siècle, c'est d'abord parce que les transformations géopolitiques, économiques et même militaires de ces dernières années mettent en lumière le caractère désormais partiel et même obsolète des indicateurs traditionnellement utilisés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les catégories héritées depuis lors, à savoir les pays développés versus les pays en développement, ont été construites dans un contexte spécifique, notamment suite aux accords de Bretton Woods, et n'ont plus forcément de lien avec la réalité aujourd'hui. On note qu'il y a eu une montée en puissance d'organisations internationales comme l'ONU, la Banque mondiale, l'OMC, qui sont chargées d'évaluer le développement de ces pays. Et il y a à la fois, en parallèle, une intensification des interdépendances entre ces États, ce qui rend la grille de lecture complètement insuffisante aujourd'hui. Le point de départ, comme vous l'avez mentionné, c'est la question du statut de la Chine, qui est le suivant. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore qualifier de pays en développement une économie qui représente près de 18% du PIB en 2025 et qui s'impose dans des secteurs stratégiques? Et cette interrogation révèle un décalage croissant entre le statut institutionnel et les avantages qui lui sont conférés, et puis la réalité économique. D'ailleurs, ce débat a récemment évolué, la Chine ayant d'elle-même renoncé à certains avantages associés à ce statut. C'est donc dans cette perspective que nous avons souhaité, au sein de Schema Publica, proposer une approche renouvelée et complémentaire. L'un des apports de ce travail étant de construire une nouvelle échelle de développement sur l'agrégation de plusieurs indicateurs afin de mieux refléter les dynamiques contemporaines en analysant 3 pays selon les mêmes critères, à savoir la Chine, la France et les États-Unis. La grille repose sur 3 piliers. Une dimension économique, incluant la résilience commerciale, une dimension sociétale, intégrant le développement humain et la gouvernance, et enfin une dimension stratégique qui couvrirait la technologie, la souveraineté numérique, l'autonomie stratégique et l'environnement. Notre ambition est donc double, dépasser une vision trop statique du développement et proposer un outil d'analyse capable d'éclairer les recompositions du monde multipolaire, et ce travail ayant pour vocation de constituer une base utile pour orienter des recommandations de politique publique adaptées aux réalités du XXIe siècle. Merci Thomas. Si Thomas était la force motrice de ce rapport ou l'instigateur de ce rapport avec sa note sur la Chine, Amaury, vous avez été la véritable force motrice de cette partie sur la dimension économique. Je me tourne vers vous. Vous avez été la force motrice sur cette dimension économique du développement. Vous analysez, comme l'a dit Thomas, le cas de la France, de la Chine et des États-Unis d'Amérique. Et une ambition de ce rapport est d'aller au-delà du PIB comme mesure de développement. Pourquoi, Amaury? Quelle est la faiblesse du PIB pour mesurer le développement aujourd'hui? Et oui, en effet, donc l'économie mondiale
est entré dans l'ère des puissances hybrides. Et pourtant, on continue à utiliser des métriques et à observer ce développement avec la focale et le regard du siècle dernier. Le PIB, indicateur roi, mais partiellement obsolète et en tout cas insuffisant. Alors le PIB, que l'on considère en nominal, avec les prix courants, en réel, même s'il n'y a pas d'inflation, en partie de pouvoir d'achat sur des bases de prix communes ou encore par tête d'habitant, quels que soient les raffinements statistiques sur les paniers, les indices de prix considérés, bref, dans tous les cas, le PIB a partout et toujours au moins trois angles morts. Le premier, il agrège des flux de production purement quantitatifs qui s'ajoutent au stock des années précédentes sans nullement hiérarchiser leur valeur. De sorte à ce que la croissance économique, qui est l'évolution du PIB d'un trimestre sur l'autre, ou d'une année sur l'autre, peut être artificiellement gonflée par des stimuli économiques qui peuvent être un excès d'endettement, une croissance des financements bancaires, extra-bancaires, du shadow banking, des dépenses publiques insoutenables, une surchauffe, bref, des éléments qui vont fragiliser la fondation structurelle d'une nation et surtout c'est l'équilibre des modèles de développement. Secondo, le PIB a également le don de favoriser l'illusion de la moyenne, particulièrement le PIB par tête d'habitant, qui est une simple moyenne arithmétique, une simple agrégation, alors même que le capitalisme contemporain tend à amplifier ce qu'on appelle les wealth gaps, donc les inégalités au sein des pays. Pour beaucoup de pays, quasiment tous les pays, d'ailleurs quels que soient les modèles économiques ou les modèles politiques, cet accroissement des inégalités, les États-Unis et la Chine en sont des cas archétypaux, s'approche d'une loi de Pareto, par exemple, 80-20, principalement si on investit du côté des inégalités patrimoniales. Donc 20% des richesses détenues par 80%, l'inverse, pardon, 80% de la population 80% des richesses détenues par 20% de la population, c'est évidemment trompeur et donc ce lissage pose problème. Dernier point sans doute, dernier angle mort, le PIB est aveugle aux externalités, puisque la croissance économique peut saper une partie du capital qui est requis à sa pérennité, et également aveugle à la capacité de résilience face aux chocs à venir, dans une époque qui est marquée par la convergence des tensions et la confluence des risques. Alors, évidemment, l'une des grandes forces de ce rapport, c'est d'aller au-delà, stricto sensu, du PIB ou même de l'IDH, qui effectivement va plus loin que le PIB, cas des États-Unis est intéressant, puisque l'IDH américain est beaucoup plus proche de celui de la France que l'écart entre les PIB nominaux ne le suggère, notamment parce que sur le second critère du développement humain de l'IDH, l'espérance de vie, les États-Unis sont à des niveaux relativement bas, peut-être des 50e mondiales, peut-être comme l'Albanie, enfin, des pays qui, sur d'autres égards, peuvent être considérés comme en développement. Ce PIB ou cet IDH, en tant que simple photographie comptable, est insuffisant et nous développons une approche de faisceau dynamique en termes de maturité économique et en termes de capacité de résistance, de résilience au choc. Donc c'est la mise en relation des différents indicateurs que l'on considère doit faire sens, restitue une histoire du développement propre à chaque pays et surtout du développement au sens de cheminement sur une ligne de crête, sur un chemin et sur une trajectoire aux multiples contraintes. Si on ne fait pas cela, utiliser le PIB comme seule boussole du développement économique, c'est un petit peu comme piloter un avion en considérant uniquement la vitesse comme seul indicateur et en omettant totalement du tableau de bord la jauge du carburant ou les radars météo. Merci Amaury. Donc Amaury souligne la limite du PIB face à la nature du développement économique au XXIe siècle. Donc Thomas, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous diriez que cet indicateur, développé dans le cadre de ce rapport, a de plus par rapport à l'approche traditionnelle de mesure du développement et en quoi il arrive à mieux cerner et mesurer la notion de développement, ce nouvel indicateur que vous avez développé dans le cadre de ce rapport Schema Publica? Merci Sean. Et effectivement, c'est une question essentielle parce que c'est le cœur de la valeur ajoutée de notre travail.
Comme l'expliquait Amaury, l'approche traditionnelle du développement repose sur des indicateurs agrégés, le PIB par habitant, parfois on complète avec l'IDH. Tous ces outils sont utiles, mais ils présentent ces limites importantes, ils restent partiels et insuffisamment adaptés aux transformations du monde. Notre indicateur cherche donc, en toute humilité, à dépasser ces limites. Repose sur une logique d'agrégation multidimensionnelle en intégrant non seulement des variables économiques, mais d'autres dimensions liées à la résilience, à la gouvernance, à la souveraineté technologique ou encore à la capacité d'adaptation des États. Il permet ainsi de mieux capter les dynamiques contemporaines. Un pays peut afficher un niveau de richesse élevé en étant vulnérable ou dépendant énergétiquement ou technologiquement, tandis que d'autres économies peuvent se distinguer par leur capacité d'innovation ou leur positionnement stratégique. Nous visons donc une lecture plus fine et plus stratégique du développement. Il s'agit donc non seulement de mesurer un niveau, mais évaluer une trajectoire et une capacité à évoluer dans un environnement international de plus en plus instable. En ce sens, notre approche permet de mieux cerner la réalité du développement au XXIe siècle en proposant un outil d'analyse plus pertinent pour éclairer la décision publique. Merci Thomas. Amaury, je reviens vers vous. Votre analyse sur le développement économique dans le cadre de ce rapport, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'elle confirme aujourd'hui la fin de la période, de la fin de l'histoire, comme l'avait théorisé le célèbre penseur américain Francis Fukuyama au début des années 90? Oui, alors notre rapport ne mentionne pas explicitement cette référence à la fin de l'histoire de Francis Fukuyama. Alors peut-être pour rappel, malgré tout, donc cette théorie de la fin de l'histoire prédisait effectivement une convergence économique, disons, universelle des nations vers un modèle unique qui serait donc un modèle d'économie de marché, voire de démocratie libérale à l'occidentale, quelque part. Donc on en est loin, clairement, disons-le, sur le plan politique, mais aussi quand on le regarde, ces éléments d'analyse développés sur le développement économique, mais plutôt sur des trajectoires radicalement différentes, marquées par la fragmentation, la multipolarité, des modèles protéiformes hybrides. La Chine en est l'archétype et multipolaire. Alors, l'idée de la fin de l'histoire chez Fukuyama, ça reposait aussi sur l'idée qu'il y avait une progression linéaire, un passage d'un statut à un autre, du statut de pays en développement à pays développé. De ce point de vue-là, notre rapport prend le contre-pied total sur au moins 3 points. Le premier, c'est qu'effectivement, ça a été dit, répété, l'obsolescence de ces catégories en développement développé. La Chine, typiquement, on la qualifie d'économie avancée, hybride et systémique, c'est-à-dire que capacité d'impacter sur le monde, avec effectivement des traits de tout premier plan, notamment une sophistication manufacturière quasiment inégalée, une force capacité productive brute, la première mondiale, et dans le même temps, un système encore extrêmement planifié, un petit peu la figure du central planner, dirigé, et donc voilà, catégorie obsolète. Deuxième point, naturellement, la relativité même de la notion de développement. Pour rappel, le développement est toujours au centre des intérêts stratégiques, des institutions et d'un contexte, parfois même d'un héritage, une histoire qui est propre à chaque État. Dernier point de divergence, cette théorie de Fukuyama suggère que sur les 3 grands pôles piliers du développement, que sont l'efficacité, la souveraineté et l'inclusion sociale, eh bien, l'avancement vers un modèle économique de plus en plus mature devait faire converger ces 3 pôles. Que efficacité, finalement, était synonyme ou convergent et que l'ensemble s'unifiait ou se répondait. On prend le contre-pied. L'analyse notamment des 3 pays, France, États-Unis, Chine, suggère que ces 3 pôles sont plutôt exclusifs, c'est-à-dire ce qu'on pourrait qualifier de triangle d'exclusion ou triangle d'incompatibilité. Alors, incompatibilité relative parfois, on peut bien sûr considérer qu'on a pris des cas un peu archétypaux, mais malgré tout, la plupart des pays, à ma connaissance, sont toujours sur des équilibres instables et des arbitrages permanents entre ces 3 pôles. Certains États, comme les États-Unis, qui poussent l'efficacité à son extrême, c'est-à-dire effectivement
la création de toujours plus de valeur ajoutée, de richesse avec des ressources limitées, se fait très clairement au détriment de l'inclusion sociale, avec une précarisation de plus en plus importante, une polarisation de la société, et parfois même des difficultés sur le plan de la souveraineté, ce qui est tout l'enjeu, bien sûr, les enjeux actuels, hein, où c'est d'ailleurs peut-être là qu'on a ce lien ténu avec ce qu'on pourrait appeler la géoéconomie, hein, c'est-à-dire considérer que certains des conflits actuels, que ce soit ceux au Venezuela, au Moyen-Orient ou ailleurs, trouvent leurs racines dans cette tension, dans cette polarité des modèles de développement, hein, où y compris les modèles les plus efficaces peinent parfois à optimiser leur souveraineté et leur inclusion sociale, hein. Alors, c'est le cas des États-Unis, efficacité parfaite, hein, création de richesses, économie leader, économie d'avant-garde, notamment dans l'innovation, mais dans le même temps, souveraineté imparfaite, la dette externe en tant que plus grand créancier débiteur mondial, rendez-vous compte, hein, il capte quasiment la moitié de l'épargne mondiale. Alors on dit ça parfois un peu par simplification, en vérité c'est la moitié des capitaux excédentaires mondiaux. Mais encore une fois, cette dette externe qui est sans doute l'une des plus difficiles à éponger, et par ailleurs, très forte dépendance sur les intrants stratégiques à la capacité manufacturière américaine, sur, on le sait, les minerais critiques, les terres rares, les puces et autres enjeux énergétiques. Donc, toutes ces puissances doivent gérer un équilibre permanent et parfois conflictuel. Donc notre angle d'approche, c'est plutôt celui du décentré, du multipolaire, toujours conflictuel et pluriel. Et c'est là, encore une fois, que la géoéconomie peut trouver un ancrage théorique dans notre approche conceptuelle du développement. Explication en partie des polycrises qui reflètent ces tensions et arbitrages entre les trois grands pôles du développement. Merci Amaury. Alors comme vous l'illustrez, la fameuse théorie de la fin de l'histoire de Francis Fukuyama n'a pas eu lieu et vous brossez un tableau d'un développement mondial qui aujourd'hui en fait est beaucoup plus complexe. Je me tourne vers vous, Thomas De Constanza. Vous êtes un habitué chez Schema Publica. Vous avez publié d'autres contributions au-delà de ce rapport sur le développement. Vous avez également travaillé sur la montée en puissance des BRICS dans le monde et des PIGS en Europe. Et on est en plein dans cette notion de repenser le développement on est face à un développement mondial plus complexe, comme illustrent ces deux groupes de pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Qu'est-ce que les PIGS? Qu'est-ce que les BRICS? Et qu'est-ce que révèle la montée de ces ensembles de pays dans le monde? Merci Sean. Effectivement, ces deux ensembles de pays, BRICS et PIGS, sont intéressants parce qu'ils ne relèvent pas du tout de la même logique, mais traduisent chacun à leur manière des recompositions profondes de l'ordre économique, politique mondiale. Les BRICS, on en a tous entendu parler, même BRICS plus aujourd'hui, désignent un groupe de pays, ni plus ni moins, un groupe de pays de puissances émergentes, initialement composé de Brésil, Russie, Inde, Chine, par leurs initiales, suivi ensuite de l'Afrique du Sud et depuis ces derniers mois d'un certain nombre de pays. La montée en puissance de ce groupe de pays révèle aussi un basculement progressif du centre de gravité de l'économie mondiale vers l'Asie du Sud et le Sud global. Elle s'appuie sur une croissance économique soutenue, une volonté d'autonomie stratégique et une contestation partielle des institutions de l'après-45. A l'inverse, les PIGS, Portugal, Italie, Irlande, Grèce, Espagne, S étant pour Spain, renvoient à une logique intra-européenne née de la crise de la zone euro. Ils illustrent les tensions structurelles au sein de l'Union européenne entre les convergences monétaires, les divergences économiques, budgétaires et industrielles. Que révèle la montée de ces ensembles? C'est d'abord la fragmentation des trajectoires économiques. Le monde n'est plus organisé autour d'un centre unique, mais de pôles multiples, avec des intérêts parfois convergents, parfois concurrents. Ensuite, cela met en évidence une crise des catégories, parfois utilisée classiquement. Les notions de pays avancés, émergents, deviennent aujourd'hui insuffisantes pour évoquer des réalités hybrides où coexistent des puissances technologiques, des fragilités financières et des dépendances stratégiques. Enfin, ces deux groupes montrent que les rapports de force ne se jouent plus uniquement entre États isolés et institutions connues, mais entre groupes d'États.
Et tout cela pour être capable d'influencer des institutions internationales ou des équilibres régionaux, parfois en décalage avec la réalité. En somme, BRICS et PIGS sont deux prismes différents et d'une importance différente d'un même phénomène, la recomposition d'un ordre mondial devenu multipolaire, instable et concurrentiel. Merci Thomas. Donc, nous avons beaucoup abordé des enjeux internationaux et je le sais, Schema Publica est un think tank international, mais on reste également, il faut le dire, un think tank français. Donc, Amaury Gogel, je reviens vers vous. Quel modèle économique ressort de votre analyse pour la France et quelles en sont les forces et les faiblesses par rapport au modèle que vous avez mentionné, que sont le modèle chinois et américain? Oui, alors la France, elle aime se voir comme le modèle du juste milieu. Et c'est en fait l'incarnation d'un modèle mature qui, effectivement, privilégie toujours dans ses arbitrages le côté inclusion sociale, hein, au sein de ce triangle d'incompatibilité des différents pôles de développement, c'est-à-dire donc la cohésion sociale et la redistribution. D'un autre côté, sur la souveraineté, elle a choisi, je dirais, une souveraineté limitée, voire ou mutualisée, on voit ça comme l'on veut, au sein de l'Union européenne, et accepte en contrepartie, je dirais, une efficacité moindre sur le plan productif. Alors, évidemment, on a des forces. Face aux États-Unis, je dirais qu'on se distingue par notre cohésion sociale, par la résilience de nos systèmes sociaux, que ce soit les amortisseurs sociaux, que ce soit tous les filets de sécurité, l'éducation, la santé. En fait, on cherche à mettre l'emphase sur le capital humain et à éviter ce que l'on qualifie dans beaucoup de pays, y compris aux États-Unis, d'érosion sociale, hein, c'est-à-dire une précarité extrême d'une partie. Donc la France met l'emphase, je dirais, sur le capital humain peut-être, là où tous les autres modèles sont plutôt sur une emphase du capital, de l'AI, de tout ce qui favorise finalement la robotisation, les machines et le capital. Euh, alors, c'est-à-dire, je trouve que c'est une bonne idée de continuer de miser sur le capital humain, avec une petite faille éventuelle dans notre système sur tous ces éléments, ce serait sans doute l'éducation, où on le voit, on est déclassé sur les enquêtes PISA de l'OCDE, quasiment en dernière position des pays de l'Union européenne. Donc, il faut donc retrouver une forme de cohérence sur l'ensemble de ces éléments liés à la cohésion sociale, mais clairement, nos arbitrages sont là-dessus. Et face aux Américains, le décrochage et l'érosion du capital humain semblent moindres et plus performants donc en France. Face au modèle chinois, nous avons, je dirais, une meilleure maturité institutionnelle et également plus de stabilité juridique, hein. Euh, Peut-être également d'ailleurs une plus grande, je dirais, sophistication des services et notamment des services financiers, hein. En contrepartie de ces forces, et évidemment il est important de les souligner, on a également donc des faiblesses que je résumerai principalement comme étant un déficit dans la puissance industrielle et manufacturière brute. Euh, Nous avons fait le choix de la souveraineté partagée avec l'Union européenne. Évidemment, face à un État stratège comme la Chine qui peut décider de façon très centralisée, un central planner de façon très rapide, parfois agressive, hein. Rappelons-nous quand la Chine a décidé du jour au lendemain d'interdire tout un secteur économique comme le soutien scolaire à la jeunesse chinoise. Bon. Eh bien, face à cela, l'inertie ou les coûts de coordination au sein de l'Europe eh bien, rendent la riposte industrielle évidemment plus complexe. En fait, la France pourrait tirer son épingle du jeu le jour où les modèles de développement des économies frontières, c'est-à-dire de celles qui ont poussé jusqu'au bout les logiques, hein, États-Unis sur la logique de l'efficacité et Chine sur la logique de la souveraineté, eh bien, se fissure par peut-être justement un excès de jusqu'au-boutisme sur l'un de ces pôles qui se fait au détriment des autres pôles de la stabilité globale, hein, de ce triangle de stabilité du développement. Pour citer éventuellement en Chine, hein, cette emphase sur l'investissement, le toujours plus, cette accumulation extensive, c'est-à-dire il faut toujours plus de capital pour produire une unité de croissance, donc aussi plus de dettes à chaque fois. Cette robotisation à tout crin,
mécaniquement, participe au chômage massif des jeunes. Alors, toujours très difficile de mesurer le chauffage des jeunes, mais enfin, selon les sources, autour d'un jeune sur 4, ce qui est un chiffre absolument majeur, partiellement par incapacité, puisque beaucoup d'emplois sont aujourd'hui robotisés, ou par refus d'adhérer à un système, ce qui montre bien que le modèle outrancier détourne finalement une partie des forces productrices, et notamment du capital humain, du dessein économique et de développement du pays, à savoir cette sacro-sainte valeur travail qui faisait la croissance chinoise. Voilà. Donc, pour résumer, la France peut-être compte un peu sur les erreurs des autres, mais nous sommes aussi un modèle, je dirais, de haute qualité de vie, de forte capacité de conversion de la richesse, peut-être moindre qu'aux États-Unis dans sa création brute, mais avec une meilleure conversion en qualité de vie et résilience sociale, toujours clairement pour conserver notre système sous le poids de pressions financières structurelles et un risque, je dirais, de décrochage relatif. Alors pas forcément que notre niveau de vie s'abaisse, mais évidemment celui des autres peut augmenter plus vite, en tout cas sous les métriques de l'enrichissement brut. Encore une fois, pas forcément de la conversion en bien-être. La rupture de notre modèle français me semble en revanche un petit peu moins probable, puisqu'effectivement, il se situe à un équilibre et une forme d'inclusion sociale qui semble garantir une certaine forme d'adhésion. Mais voilà, ce décrochage graduel est tout à fait possible. Merci Amaury. J'aimerais rester sur la question de la France. Vous décrivez l'économie française comme mature, avec un haut niveau de vie, une croissance modérée, marquée par la consolidation de segments existants plutôt que des innovations de rupture. Vous expliquez que cette configuration de l'économie française n'est-elle pas véritablement anachronique? On pourrait se poser cette question dans la mesure où elle paraît aujourd'hui rigide dans une ère, comme vous l'avez décrite, une ère internationale qui est marquée par la compétition des modèles. On étudie le modèle américain et également chinois. Il y a la question aussi des flux économiques, également une course à la compétitivité et également à l'innovation. Oui, c'est pas faux. Effectivement, les maux sont connus, et vous les décrivez bien. Les remèdes sont moins évidents. Ce qu'il nous faudrait, c'est avant tout investir plus et mieux. Ce qui évidemment est connu, a été montré dans multiples rapports, encore dernier en date, le rapport Draghi qui avait fait beaucoup de bruit. Sauf que nous sommes sous contrainte de financement extrêmement fort, notamment dans cette souveraineté mutualisée avec l'Union européenne et l'euro. Et nous ne bénéficions pas de ce que De Gaulle ou VGE appelait déjà le privilège exorbitant du dollar. Alors, il faudrait que l'euro puisse bien sûr bénéficier de l'érosion partielle du dollar, qui représentait jadis jusqu'à 70% des réserves mondiales et qui aujourd'hui descend graduellement jusqu'à 54-53%. Je suis quasiment certain qu'il franchira le seuil de la majorité absolue, donc juste sous là, donc toujours premier, mais à moins de 50% des réserves mondiales. Mais il faudrait donc que l'euro en profite et non pas les devises alternatives, qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs encore à date. Pour cela, une des solutions évoquées de longue date serait que l'on ait des actifs de réserve en euros, c'est-à-dire de la dette européenne, non pas de la dette en euros comme actuellement, mais de l'eurodette. Au-delà, je dirais, des projets spécifiques tels que cela a été initié, notamment à la faveur du Covid, déjà par la Commission européenne. Donc une approche plus large, une mutualisation totalement libre, à hauteur d'un certain pourcentage du PIB, autorisé, donc de dette en euros partagée. L'autre élément sans doute, eh bien, c'est que de l'Europe de la défense, dont on parle beaucoup actuellement, jusqu'à l'Europe des politiques commerciales et l'Europe sociale, eh bien, nos décisions soient prises de façon évidemment plus concertée, cohérente et collective. Enfin, sur la France plus spécifiquement, les deux grands traits qui sont souvent mentionnés et qui me semblent essentiels, c'est de pouvoir investir de façon plus long terme et de façon plus risquée. Alors, de façon plus risquée, notamment pour tout ce qui est fonds de capital risque. La France est devenue un formidable pays des startups, d'ailleurs on nous appelle la Startup Nation, mais elle souffre historiquement et toujours, même si des améliorations ont été faites, du syndrome du plafond financier. Et puis, le long terme, eh bien, c'est briser le tabou des fonds de pension pour évidemment avoir des fonds d'investissement qui ont cette structure de capital, comme les assureurs d'ailleurs, leur permettant d'investir sur des projets de long terme et de faire face à cette confluence des risques et des tensions.
Actuellement, les assureurs sont un peu au four et au moulin. Ils doivent tout faire et donc le renfort de fonds de pension serait essentiel. Dernier point peut-être, renforcer le lien entre la recherche et l'industrie. Heu, on sait combien les États-Unis, qui donc excellent dans cette forme d'efficacité, sont également efficaces dans la capacité de dialogue, de conversion et matérialisation concrète de la R&D, qu'elle soit publique ou privée, à travers, sous des grands chefs d'orchestre d'agences fédérales. Et on sait combien le MIT, Berkeley ou Stanford sont efficaces pour les dépôts de brevets et la conversion en innovation. En France, on parle parfois de la veille de la mort pour signifier ces deux pôles parfois qui ont du mal à se rejoindre. Je crois que sur le dernier classement de l'Organisme mondial de la propriété intellectuelle, la France se classait 30e, ce qui est un score des plus modestes sur la collaboration entre les universités, les centres de recherche R&D et l'industrie. Tous les pays en top list, dans le top 10, États-Unis, Singapour, Israël, les pays nordiques sont tous des pays nets exportateurs. Donc la corrélation est évidente. Merci Amaury. Donc vous expliquez tous les deux qu'on vit aujourd'hui dans un ordre international où il y a une confrontation des modèles. Donc Amaury, vous avez beaucoup insisté sur la dimension de la confrontation entre les modèles économiques. Et vous, Thomas, nous avons abordé l'enjeu des BRICS et la montée des PIGS. Ma question que je voudrais vous poser, Thomas, c'est est-ce que vous estimez que nous allons vers une compétition ou une confrontation des différents modèles aujourd'hui ? La compétition entre les modèles économiques et politiques s'intensifie, ça c'est certain. Mais elle reste partielle et elle ne prend pas à l'heure actuelle la confrontation directe structurée. Le modèle occidental, fondé sur l'économie de marché, l'innovation privée, les institutions multilatérales demeurent une référence, tandis que des BRICS ou d'autres groupes de pays ou groupes d'institutions développent des modèles hybrides avec un rôle renforcé de l'État dans l'économie et la stratégie industrielle. La rivalité se manifeste surtout de manière concrète sur les chaînes de valeur, technologies critiques, énergie, normes numériques, plutôt que sur des oppositions idéologiques classiques. On l'observe dans la course aux semi-conducteurs, aux infrastructures numériques, aux standards de l'intelligence artificielle. Malgré ces tensions, il n'existe pas à l'heure actuelle de découplage total. Les économies restent fortement interdépendantes via le commerce mondial et les marchés financiers. Cette situation, on peut le dire, produit donc un espèce de système hybride combinant concurrence stratégique et coopération contrainte. Le système international n'est donc pas structuré en blocs opposés, mais marqué par une fragmentation progressive et coexistence de modèles différents. Et l'enjeu central devient la capacité de ces modèles à coexister et surtout à s'adapter dans un environnement mondial de plus en plus instable. Merci Thomas. Alors pour terminer, nous avons abordé beaucoup de sujets dans cette discussion. Amaury et Thomas, pour terminer, quels sont les 3 points à retenir de ce premier volume, parce que je rappelle c'est un premier volume, il y en aura 3 au total, de ce rapport « Mesurer le développement au XXIe siècle dans sa dimension économique ». Premier point, le développement n'est plus univoque ni linéaire. Le rapport nous a montré que les grilles classiques, comme on en a déjà parlé, centrées sur le PIB, ne suffisent plus à décrire des trajectoires devenues hétérogènes où coexistent performance économique, fragilité structurelle et dépendance stratégique. Deuxième point, la mesure du développement doit devenir multidimensionnelle et dynamique. Donc notre approche, encore une fois avec toute humilité, propose d'intégrer économie, société, gouvernance, dimension de souveraineté, technologique, énergétique, environnementale, afin de mieux refléter toutes les capacités réelles des États à résister aux chocs et à se projeter. Et enfin, troisième point, le développement est aujourd'hui un outil géopolitique au moins autant qu'économique. Dans un monde multipolaire, la manière dont on classe et on mesure les pays influence directement les rapports de puissance, les stratégies d'alliance et les politiques publiques internationales. Merci Thomas. Du coup, je me tourne vers vous maintenant, Amaury. Quels seraient les 3 points à retenir de ce premier volume ? Oui, alors le premier point, comme le dit Thomas et comme l'a montré encore les récentes péripéties de la Chine au sein de l'OMC, où elle se déclarait donc d'accord pour être considérée comme développée avant de faire volte-face. Enfin bref, tout ça montre que la notion de pays en développement aujourd'hui n'est plus simplement descriptive, elle est instrumentale.
Number two, le débat, à notre sens, n'est plus simplement de savoir si un pays est en développement ou développé, c'est plutôt savoir comment chacun produit, finance, stabilise et complexifie. Euh, et bien entendu, au prix de quels arbitrages internes. Euh, le développement doit être vu désormais comme une trajectoire de résilience sous contrainte, avec cette perception claire que la supériorité sur l'un des piliers n'exonère pas, bien entendu, de vulnérabilité sur les autres, en fait, bien au contraire. Et nous invitons évidemment à déplacer quelque peu le débat, donc du statut de développement à l'architecture et enfin vers la trajectoire de résilience. Le rapport, donc, Chine a donné quelques illustrations, notamment sur ces 3 pays. Ce n'est pas totalement une méthode systématique, mais ce sont des éléments que nous espérons aspirationnels. Merci Amaury, merci Thomas d'avoir accepté cet entretien sur ce sujet qui est hautement d'actualité, qui est la notion de développement et plus particulièrement celui de développement économique. Merci à vous de nous avoir écoutés et vous retrouverez les travaux d'Amaury et de Thomas, d'Amaury Gogol et de Thomas De Constanza sur le site de Schema Publica, également sur nos réseaux sociaux. Nous sommes présents sur LinkedIn et sur X Twitter. Merci à vous.